Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent de la République démocratique du Congo et de cette déclaration de principe, une avancée majeure vers la paix. S'interroge-t-on? Avec nos invités, nous allons revenir sur la signature de cette déclaration de principe intervenue ce week-end à Doha entre les représentants du gouvernement de la République démocratique du Congo et ceux du mouvement de l'AFC M23, une déclaration de principe qui permet d'engager les discussions pour aboutir à un accord global de paix qui fera suite donc à la première étape de l'accord signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda le 27 juin dernier. Une nouvelle étape est franchie. Est-ce réellement une avancée majeure vers la paix, comme le pensent certains leaders de l'ONU? Gabin. Oui, c'est véritablement salué de la part du gouvernement de la République démocratique du Congo et du M23 qui ont décidé quand même de signer un accord de paix qui va faire en sorte que le Congo, surtout l'Est du Congo, puisse retrouver un tant soit peu son calme. Et il faut quand même tirer le chapeau à la négociation américaine, même si il y a des contestataires, notamment le cardinal Fridolin Ambongo et compagnie, qui contestent cet accord-là parce que ne sachant pas ce qu'il y a anguille sous roche. Mais il faut quand même saluer que l'implication des États-Unis pour que cet accord de paix puisse être signé. Et surtout, l'accord de paix avec le F-23 va permettre un calme. C'est une déclaration de principe, certes, mais on tend vers un accord de paix. Donc, je ne suis pas sûr qu'on peut avoir cette déclaration de principe-là et puis par après, ça va capoter encore. Au moins, on aura une sorte d'accalmie, il y aura une sorte de paix apparente en attendant véritablement l'accord de paix qui sera signé. Donc, je pense que c'est une très bonne étape qui vient d'être franchie. Il y a eu un travail de fond qui a été fait à l'intérieur. Les parties s'étaient mises d'accord par rapport au préalable. Ils sont allés ensuite à Doha pour parachever quand même cette déclaration de principe-là. Ça veut dire que sur les clauses, ils se sont entendus et ils sont d'accord pour poursuivre les autres étapes, à savoir la signature effective de l'accord de paix. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de risque qu'on arrive, peut-être que cet accord de paix tant attendu échoue, parce que le M23, par exemple, a annoncé qu'il ne s'agit pas de reculer sur ses positions, puisque c'est un accord, c'est une déclaration de principe, chacun reste sur ses positions, alors qu'on sait que de son côté, le gouvernement de la République démocratique du Congo veut reconquérir l'intégrité territoriale. Est-ce que déjà ça ne pose pas de problème? C'est vrai, ils se sont donné 10 jours de discussion pour pouvoir aboutir à un accord de paix, les discussions qui doivent démarrer le 8 août prochain. Est-ce que 10 jours suffisent pour aboutir à un accord de paix quand on sait que personne ne veut lâcher du lest dans ce qu'il a déjà obtenu? Et peut-être, tout le monde veut consolider sa part du territoire gouverné. Non, écoutez, dans ce genre de situation, on fait toujours des concessions. Et je suis sûr que le gouvernement central de la RDC a fait beaucoup de concessions, déjà en acceptant d'aller à la table de négociation avec le M23, ce qui n'était pas envisageable dès le début. Et par après, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites entre les deux parties. Ils ont accepté de collaborer ensemble, de faire en sorte que la paix puisse prévaloir dans cette zone de la RDC, sachant très bien que le gouvernement central n'a pas la possibilité aujourd'hui de couvrir ces zones-là. Et le Congo n'a pas la logistique nécessaire aujourd'hui pour couvrir Bukavu et Goma. C'est impossible. Ils ne peuvent pas le faire. Donc du coup, parce que déjà, cette zone-là a été occupée depuis fort longtemps par les groupes rebelles. Et aujourd'hui, il va falloir coopérer avec ces groupes rebelles pour que la paix revienne, la calmie revienne, même si on parle de désarmement, ainsi de suite. Mais n'oublions pas qu'il y aura une sorte de réintégration. Vous voyez un peu cette réintégration-là? C'est ce qui est annoncé. Oui, c'est ce qui est annoncé à Washington, mais on ne sait pas si ce sera conduit dans l'accord final avec les groupes rebelles. Si d'abord, ces partis-là ont accepté cette déclaration de principe, ça veut dire déjà qu'il y avait des choses qui ont été acceptées en sourdine depuis la RDC avant d'aller à Doha. Et qui parle de Doha parle des États-Unis. Et les États-Unis, avant l'accord entre le Rwanda et la RDC,
les États-Unis avaient intimé l'ordre au gouvernement central de tout faire pour avoir une discussion interne. Ça veut dire que même à l'interne, dans les discussions préalables avant d'aller à Doha, les États-Unis se sont impliqués entre le M23 et la RDC. Parce que si cela ne tenait que juste au gouvernement de Félix Tshisekedi, il n'y aura pas de discussion avec le M23. Oui, en tout cas. Voilà, parce que lui, il était intransigeant là-dessus. C'est parce qu'il y a eu pression de la part des États-Unis, pression internationale bien sûr, qu'il a accepté aujourd'hui aller aux négociations. Et n'oublions pas que même les puissances internationales et autres là, ils ont leurs mains dans ce conflit. Donc si le M23 et la RDC se sont entendus déjà pour aller à Doha, ça veut dire que les préalables ont été résolus. Et maintenant, lors des négociations, il y a quelques petites étapes à régler. C'est sur ces petites étapes-là, ou bien sur ces clauses-là, qui n'arrivent pas véritablement à s'entendre. Mais sinon, aussi l'essentiel, ils se sont mis d'accord. Ils se sont mis d'accord. Je ne suis pas sûr qu'on va parler de désarmement, de réintégration des rebelles et autres là, et que les dirigeants du M23 ne se seraient pas mis au courant. Forcément, ils sont mis au courant par le haut sommet des États-Unis, Marco Rubio et autres là, et ils savent très bien à quoi s'attendre. Parce qu'eux aussi, ils ont besoin de soutien pour avancer. Si vous voulez faire la tête dure et que vous n'avez plus véritablement vos soutiens, quoi qu'il en soit, peut-être vous serez dégagé de là, mais les États-Unis vont venir s'installer. Donc le mieux, c'est d'accepter ce compromis ou bien cette compromission, et ensuite aller quand même vers une sorte de paix qui va permettre quand même une sorte d'accalmie, et chacun va essayer de profiter de ce qu'il aura obtenu au cours de ces accords de paix. Là. Merci beaucoup. À vous, Gabin Adjaro. Alors, Achraf Roussama, une déclaration de principe signée à Doha, est-ce une avancée majeure vers la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, quand on sait que chacun, en tout cas dans les déclarations qui ont suivi, on a l'impression que chacun veut garder ses positions comme s'il n'y avait rien eu. Oui, docteur Jean, je crois que la problématique majeure, disons, de ces accords-là, c'est véritablement la portée juridique. Quelle est la portée juridique d'une déclaration de principe? Parce qu'une déclaration de principe, s'inscrit dans une logique de réciprocité, c'est-à-dire il y a des interdictions formelles qui sont opposées aux uns aux autres. Vous venez de le dire. Est-ce qu'une avancée majeure? Oui, c'est une initiative louable qu'il faut véritablement saluer. Mais on a quand même connu des expériences douloureuses également par le passé, c'est-à-dire on a eu des accords successifs qui n'ont pas été respectés de part et d'autre. Donc on se pose véritablement la question de savoir si le présent accord sera respecté. Donc aujourd'hui on a un État constitutionnellement qui a le monopole de la violence, qui a décidé aujourd'hui d'avoir une posture beaucoup plus souple pour aller à un accord avec une entité non étatique qu'est le M23. On se dirige vers la paix, mais moi je suis quand même assez dubitatif parce que, vous savez, cet accord-là a du mal à former un ensemble homogène. C'est-à-dire il y a une certaine hétérogénéité, une certaine divergence d'opinion et une contradiction vraiment des intérêts entre le M23 et et la République démocratique du Congo. C'est-à-dire qu'on a comme l'impression que non seulement le M23 est dans une logique de conquête, mais c'est qu'il conteste véritablement l'ordre établi. Et donc on se pose véritablement quelles sont les visées politiques réelles du M23. Est-ce que ça se limite à une exploitation des richesses ou bien le M23 vise la conquête véritable du pouvoir? Donc on se retrouve aujourd'hui avec un accord de principe qui est une phase préalable. Cette phase préalable-là va nous diriger vers un accord de paix. Et donc d'après les dates indicatives qui ont été données, c'est-à-dire que cette déclaration de principe sera mise en œuvre à partir du 9 juillet et à partir du 8 août, du 8 août au 18 août, vous l'avez souligné, on aura 10 jours de tractation et pour discuter, pour avoir un accord réel. Bon, mais quand on est des Africains, je crois que on souhaite tout naturellement qu'on puisse quand même aboutir à un dénouement heureux, parce que ce sont les populations qui vivent des expériences douloureuses par le passé, qui sont
qui sont gênés vraiment dans leur tranquillité, c'est-à-dire le quotidien d'un Congolais aujourd'hui dans ces régions qui connaissent l'instabilité est vraiment sans appel. Et donc, on ne peut que se remercier d'une telle démarche des deux acteurs. Mais, comme je l'ai dit, il y a quand même des cas qui font déjà de jurisprudence et qui nous permettent de douter réellement de la bonne foi des uns et des autres. Alors, voilà. Maintenant, la problématique majeure, ça je l'ai déjà souligné une fois sur le plateau, c'est-à-dire que quand on a Doha qui joue aux médiations, qui fait vraiment preuve de bons offices. On sait très bien que Doha, c'est l'axe Washington également qui joue sur ce lieu-là. Donc la diplomatie américaine aujourd'hui a la même mise sur le dossier. Et donc, on fait appel également à une autre question, docteur Guillaume, c'est-à-dire que deviennent nos espaces d'intégration. Parce que vous connaissez, on fait l'apologie des solutions africaines, on dit les problèmes africains doivent être résolus par des solutions africaines. Aujourd'hui, on se retrouve avec un conflit qui perdure et qui s'exporte vers d'autres lieux du monde. Donc, il faut véritablement se poser la question de savoir quelle est la portée ou l'influence de nos espaces d'intégration dans la résolution des conflits. Mais tout porte à croire que nous pouvons quand même nous estimer heureux de l'avancée quand même de ces négociations-là à Doha. Le plus important, c'est de trouver un accord, même si on a des indices qui nous permettent d'être dubitatifs. Y a-t-il réellement des indices qui vous permettent d'être dubitatifs? Que craignez-vous dans la mise en œuvre ou bien dans l'aboutissement d'un accord de paix? Oui, non, ce que je crains déjà, c'est est-ce qu'il y a véritablement une volonté manifeste de part et d'autre d'aller à un accord? C'est-à-dire que je fais appel à la mauvaise foi. C'est-à-dire que vous avez des gens, au-delà de tout, qui ont quand même des agendas. Et ce qu'on ne souligne pas très souvent, c'est qu'il y a des implications majeures qu'on ne souligne pas. C'est-à-dire que où se situent les intérêts des multinationales dans ces accords? Voilà. Parce que, au-delà de tout, ce sont ces acteurs économiques-là qui penchent l'épée ou la glaive de part et d'autre. Donc, à un moment donné, on se pose véritablement la question. Donc, moi, je crois que si les acteurs, le M23 ou les autorités congolaises ont un sens aigu de l'intérêt général à un moment donné, il faut mettre de l'eau dans leur vin et trouver un accord fiable. Comme je l'ai dit, c'est la mauvaise foi des uns et des autres et l'agenda politique des uns et des autres qui nous permettent de douter. Donc moi, je crois qu'il y a des indices véritables, je viens de les citer, docteur Guillaume. Il y a des indices, mais j'aimerais bien croire qu'à partir du 8 août ou du 18 août, il y aura quand même des négociations quand même assez avancées et que ces 10 jours-là nous permettent d'avoir un accord définitif de paix. Un accord définitif de paix, l'espoir n'est pas... vous avez toujours espoir, Gabriel Adjao, vous de votre côté. Ouais. Est-ce que c'est sûr que cet accord qui est en vue pourra mettre fin à une trentaine d'années de conflit, comme l'espèrent beaucoup de personnes, ou va-t-on encore assister, comme on le voit d'habitude, à des accords qui, dans le temps, ne durent pas et qui donnent naissance à d'autres revendications, soit parce qu'on n'a pas bien mis en œuvre l'accord, soit parce que certains signataires, certains groupes signataires ont connu des scissions, il y a des branches qui n'étaient pas d'accord sur le principe et qui prennent à leur tour les armes. Oui, moi je veux être optimiste. Tu as parlé d'espoir. Moi j'ai toujours espoir en ce qui concerne la paix, surtout dans ce pays, dans cette partie de la RDC où les populations ont véritablement trop souffert de cette guerre dans laquelle ils n'ont rien à faire, ils n'ont pas véritablement de parti. Et c'est très compliqué pour ces populations-là qui se déplacent, qui ont des problèmes sanitaires. Les enfants n'arrivent pas à aller à l'école et tout est compliqué. Il y a eu des morts et les gens traînent encore des séquelles de ce conflit-là jusqu'au jour d'aujourd'hui, alors qu'eux, ils voulaient vivre paisiblement leur vie. Donc, ce n'est pas une faute de leur part d'être nés dans cette partie de la RDC, mais malheureusement c'est devenu comme une sorte de malédiction d'être né dans cette zone-là. Donc moi, je veux croire que cette paix-là va se faire. C'est bien vrai qu'on aura la paix, mais l'expérience passée... c'était compliqué. Il y avait eu déjà un accord de paix par après, mais les gens se sont encore levés pour prendre les armes. C'est vrai que ce qui s'était passé avant, c'était parce qu'il n'y avait pas eu un processus de désarmement. Et il n'y avait pas... C'était prévu dans l'accord, sauf oui, c'était prévu. Les conditions, voilà. Et le gouvernement central aussi était très intransigeant par rapport à certaines choses. Bon, ce qui a obligé l'autre partie aussi à sortir les armes une nouvelle fois.
Maintenant, il va falloir aller vers une paix globale. C'est vrai, on parle de la FCM 23, mais il y a des centaines de groupes de rebelles dans cette partie de la RDC. Il va falloir faire en sorte que ces groupes-là aussi ne ressortent pas demain, puisque quelqu'un qui a les armes et qui n'a pas véritablement l'éducation de comment il faut protéger l'être humain, lui il va se servir des armes pour pouvoir sauvegarder ses intérêts. Donc il va falloir véritablement englober tout le monde pour que cette paix-là soit durable. Ça ne sert à rien d'avoir une paix sur 2 ans, 3 ans, et puis par après, les gens reprennent les armes de plus belle. Et certaines puissances aussi ont besoin de vendre des armes. C'est sur nos continents qu'ils font leurs expériences. Il va falloir à un moment donné que les Congolais eux-mêmes soient assez responsables et intelligents, parce que ceux-là qui ont pris les armes avant que d'autres pays comme le Rwanda ne les soutiennent, ce sont des Congolais. Donc à un moment donné, il va falloir qu'eux-mêmes ils soient assez patriotes, qu'ils soient assez intelligents pour aimer leur population au lieu de toujours courir derrière les ressources minières et autres là. Donc moi, je veux croire que cette paix-là va perdurer et que vivement que la prochaine étape soit franchie, que l'accord de paix là soit signé, qu'il y ait véritablement un processus de désarmement de ces groupes rebelles-là, et ensuite qu'on fournisse la logistique nécessaire à la RDC pour pouvoir réintégrer ces gens-là dans l'armée, afin de pouvoir avoir un contrôle sur eux. Parce que si vous les laissez dans la nature, il y aura un problème. Il ne faut pas créer des frustrés aussi, parce que peut-être d'autres personnes auront de meilleures positions par rapport à certains, et ça risque de créer des frustrés. Donc il va falloir faire très attention pour ne pas que d'autres se disent bon, nous on n'est pas d'accord avec l'accord qui a été signé parce qu'on n'a pas été associé, ou bien on n'a pas été véritablement traité comme les autres qui sont aussi des rebelles tout comme nous. Merci beaucoup. Oui, non, juste pour signer, puisque vous m'avez demandé quelles sont les raisons qui me poussent à ne pas croire à un accord définitif de paix. Vous l'avez dit, je crois qu'il y a une clause quand même très importante. On parle de l'extension de l'autorité de l'État. On parle de l'extension de l'autorité de l'État sur des territoires que le M23 contrôle déjà. Et si aujourd'hui on demande le M23 de se désengager, je crois qu'il y a quand même un conflit c'est-à-dire que d'approche qu'il faut quand même souligner. Bon, je crois qu'ils feront preuve de maturité, qu'on pourra trouver un accord définitif de paix. Merci beaucoup. À vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.